passer au direct. Et on est en direct. Trop bien, et on t'entend. Bonjour, bonjour Anne, bonjour à tous et à toutes. Je suis hyper contente aujourd'hui qu'on fasse ce live toutes les deux. Je vous présente un petit peu Anne. Anne, elle est pharmacienne spécialisée en micronutrition. Et on est de la première promo du DU de micronutrition. Aujourd'hui, on va parler du poids. Et on a préparé le sujet. On s'est dit qu'on n'allait pas réussir à faire un live, mais on va probablement faire une série parce que le sujet est passionnant, mais il est très, très vaste. Je te laisse te présenter. Bien sûr. Déjà, merci Myriam de m'avoir proposé ce petit duo. Je suis super contente d'être ici avec toi. C'est un honneur pour moi. Et en plus, voilà, je ne me souvenais pas qu'on était dans la même promo du DU. Donc, quand tu me l'as dit, tu te souviens, c'était à l'Hypersanté. Moi, j'étais venue te voir un peu en mode bonjour, je voulais me présenter à toi, un peu en mode fan. Et moi, je t'ai dit, mais comment ça, tu te rappelles pas de moi? On était dans la même promo, c'est ça. Et c'était en 2019, je crois. Ah ouais, il me semble, ou peut-être même 2018, ouais, je ne sais plus, mais c'était la première promo. C'était la toute première promo. Donc, je suis vraiment super contente d'être là avec toi aujourd'hui. Moi, je suis toujours hyper enthousiaste à l'idée de collaborer avec des médecins qui ont choisi cette voie de la médecine fonctionnelle. Et voilà, donc ça me met toujours en joie. Donc, je suis vraiment ravie d'être là. Et donc, effectivement, donc moi, je suis à l'origine, je suis pharmacien. Mais ça fait plus de 10 ans que j'ai quitté l'univers de l'officine. J'ai passé ma thèse en 2009, j'ai fait 7 années d'officine et puis après, j'ai souhaité me spécialiser en micronutrition, médecine fonctionnelle, biologie fonctionnelle. Donc, j'ai passé une dizaine de diplômes universitaires dans ce domaine, on va dire, assez large. Des fois, on parle de physionutrition, nutrithérapie, mais bon, tout ça, c'est un petit peu la même chose, revenir aux fondamentaux. Et puis, ça fait à peu près... je dirais 5 ans, un petit peu plus peut-être, 7 ans que je propose de la formation. J'interviens dans le cadre du DU MAPS. Ouais. Et puis, voilà, donc je forme aujourd'hui, je pense qu'on a formé près de 1000 professionnels de santé, donc je suis très, très contente. Médecins et non médecins, j'insiste parce qu'on peut aussi être très bon micronutritionniste sans forcément être titulaire d'un doctorat. On a des très bons naturopathes. Oui, je suis tout à fait d'accord avec toi. J'apporte mon bémol de médecin à condition de savoir passer la main quand il faut. Et bien là, sûr, oui, on collaboration. Voilà. Collaboration. C'est collaboration bienveillante. C'est hyper important. À 200% du même avis. J'ajoute un point, moi, c'est que tu inaugures un concept que je lance là et qui me tenait à cœur, c'est de donner la parole aux experts sur ma chaîne YouTube. Et du coup d'inviter comme ça sur des thématiques alors de santé de la femme mais de santé générale des experts, alors soit dans des domaines que j'aime bien aussi, que je connais aussi, mais voilà, j'ai pas mal d'invités prévus là dans les semaines à venir et c'est toi qui ouvres le bal. Donc, je suis flattée. Je suis flattée. Merci beaucoup. Non, du coup, quand on s'est eu, on avait décidé comme première thématique vraiment de parler de perte de poids parce que c'est déjà c'est l'été et puis c'est quand même un de nos premiers motifs en consultation et notamment moi par rapport à ma communauté qui est principalement orientée santé de la femme après 35-40 ans, donc périménopause, ménopause, on a ce problème de prise de poids sans modification des habitudes alimentaires. Voilà pourquoi on a choisi cette thématique. Je vais faire un rapide détail de tout ce qu'on s'est noté. On ne traitera pas tout aujourd'hui, mais c'est pour que vous sachiez sur les prochaines vidéos ce qu'il y aura également. On a prévu d'abord de faire un point sur cette fameuse théorie SICO, calorie in, calorie out. En clair, manger moins, bouger plus, c'est à peu près comme ça que vous l'entendez au quotidien. On va faire un point sur justement périménopause, ménopause, l'impact des variations hormonales. Un point qui nous tient à cœur à toutes les deux, je pense, la sarcopénie. Celui-là, le muscle, c'est notre ami. Ensuite, on avait prévu également, est-ce qu'on peut maigrir sans sport? Ça, c'est une question assez fréquente qui revient. Un point régime et les adaptations du métabolisme. Là encore, super important. J'ai rien réussi à enlever sur nos points. Un autre point sur la thyroïde. On verra également le jeûne intermittent, le régime cétogène et peut-être son extension un peu sur le low carb. On traitera également des analogues du GLP-1, thème vraiment d'actualité.
Les carences également, les carences fréquentes quand on se met au régime, les erreurs les plus fréquentes qu'on voit par exemple en consultation. On fera un point détox, ça c'est assez intéressant. Un point aussi sur les risques, les dangers pour la santé de la perte de poids. Et puis, messieurs, vous ne serez pas en reste. Je pense que sur une des vidéos, on fera un petit point plus spécifique sur la perte de poids chez l'homme. Mais on ne va pas commencer forcément par ça. Pourquoi c'est si difficile de perdre du poids après 40 ans? C'est un peu ça la question. Il y a beaucoup de mythes. Et en fait, il y a une réalité qui est biologique, hein, tout simplement. On revient aux fondamentaux, à la physiologie. Donc, l'objectif du live, c'est vraiment de démystifier certaines choses, de briser un peu les tabous, mais de faire aussi le point sur des idées reçues et que vous ressortiez, alors sur ce live et les prochains, avec des outils pratiques en fait et avec les idées claires pour arrêter de faire n'importe quoi. Et voilà, je pense notamment à certaines chaînes de magasins qui vendent des biscuits protéinés. Mais je vais arrêter là, je vais te laisser la parole. On commence sur calories in, calories out. Je te passe la main. Ok. Alors, à mon avis, on est parti pour une dizaine de vidéos, hein, tant les thèmes sont variés, mais c'est chouette. Donc, démarrer par effectivement cette notion de calories in, calories out, je pense que c'est essentiel parce qu'aujourd'hui, les recommandations officielles, c'est manger moins, bouger plus. Donc, tout se base sur cette théorie le du déficit calorie in. calorique. Ouais. Exactement. Donc, imposer un déficit calorique pour perdre du poids. Donc, il y a vraiment ces deux, quand on regarde, il y a deux teams qui s'opposent dans l'univers de la santé métabolique et des différentes méthodes pour perdre du poids. On a vraiment l'approche calorie in, calorie out, et puis on a l'approche qu'on appelle CIM pour carbohydrates, insuline, modèle, donc l'approche plus hormonale. Et ces deux parties s'opposent en permanence. Et moi, j'essaye de me mettre au milieu et de dire, écoutez, en fait, vous avez tous les deux raison. Effectivement, il faut un déficit calorique pour perdre du poids. Ça, c'est une réalité. Mais par contre, il y a une énorme différence entre imposer un déficit calorique et induire naturellement un déficit calorique. Finalement, c'est un petit peu comme dans toute pathologie qu'on va aborder en médecine fonctionnelle. Quand j'impose un déficit calorique, je traite un symptôme. C'est-à-dire la personne qui a un excès de masse grasse, elle mange plus que ce qu'elle ne dépense. OK, c'est le symptôme. Donc, je lui impose un régime hypocalorique, donc je traite le symptôme, le fait qu'elle mange plus et qu'elle ne bouge pas assez. Et l'approche hormonale, c'est je vais traiter la cause qui explique pourquoi. Oui, alors ça, c'est intéressant, juste le point hormonal pour les gens, parce que ça peut ne pas paraître forcément évident. Pourquoi on appelle ça hormonal? Et quel est le lien avec les glucides, avec les carbohydrates? C'est que pour les métaboliser, il y a la sécrétion d'insuline. L'insuline, c'est une hormone, d'où ce raccourci qu'on fait la théorie hormonale, mais c'est hyper intéressant de comprendre pourquoi, parce qu'on pourrait faire un peu un mix avec les hormones de la périménopause, par exemple, et c'est vraiment en lien avec l'insuline. C'est ça, c'est-à-dire qu'on pourrait dire que c'est la master hormone du métabolisme, l'insuline, mais néanmoins, nous, puisqu'en plus on a cette approche qui est très systémique en médecine fonctionnelle, bien entendu, on ne va pas s'intéresser qu'à cette hormone, on va aussi s'intéresser à l'équilibre des hormones sexuelles, des hormones donc stéroïdiennes, des hormones thyroïdiennes, on a prévu un petit talk là-dessus aussi. Donc oui, l'hormone centrale, la master hormone, on pourrait dire que c'est l'insuline, et c'est pour ça qu'on parle de carbohydrate insuline modèle, mais derrière, on va voir qu'il n'y a pas un seul surpoids, il n'y a pas une seule obésité, et qu'on peut avoir deux patients qui présentent un surpoids. On va retrouver cette problématique d'insuline, mais pour d'autres, on va avoir en plus qui vont se surajouter des problématiques de dysfonction thyroïdienne, des problématiques d'hormones sexuelles. Donc, c'est pour ça que c'est super intéressant. Et souvent liés en plus. Ouais. Exactement, tous un trick, et puis c'est jamais exactement les mêmes protocoles de prise en charge. Mais c'est vrai qu'on pourrait dire que la master hormone, l'hormone centrale qui est en jeu dans ces problématiques métaboliques, c'est l'insuline. Ouais. Effectivement. Oui, mais c'est important juste de faire ce point-là, parce que le mot hormone, parfois, il fait encore un peu peur, mais voilà, l'insuline est une hormone. C'est une hormone, effectivement. Alors, c'est pas une hormone stéroïdienne, mais c'est une hormone. Mais c'est une hormone. Exactement. Un point sur qualité versus quantité, justement, par rapport, et c'est probablement la grosse erreur dans cette fameuse théorie SICO, où si on simplifie, on se dit je vais manger moins.
Exactement. On regarde juste la calorie. En fait, on va regarder la quantité de calories, mais pas la nature, donc la qualité de la calorie. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup d'auteurs qui en parlent très bien, des auteurs américains qui simplifient et je trouve qu'ils vulgarisent très bien ce concept psycho, les limites de la théorie psycho, notamment le docteur Jason Fung, je suis sûre que tu le connais, ce néphrologue, qui dit, mais il faut quand même rester la médecine du bon sens, comme le dit le professeur Castronovo. On comprend bien que 1000 calories d'œuf ne va pas avoir le même impact sur notre métabolisme et sur nos sécrétions hormonales que 1000 calories de cookies. Ça paraît évident. Et pourtant, on est dans un régime isocalorique. On apporte 1000 calories des deux côtés. Mais quel est l'impact de la nature de la calorie sur nos sécrétions hormonales? Parce qu'encore une fois, induire un régime hypocalorique et l'imposer, c'est très différent. Si je mange 1000 calories d'œuf, je vais avoir des sécrétions hormonales qui vont faire que je vais avoir moins faim et que donc, naturellement, je vais équilibrer ma balance énergétique. Si je mange 1000 calories de cookies, je ne vais pas avoir du tout les mêmes sécrétions hormonales et donc mon comportement alimentaire va être bien différent. Donc, il y a encore une fois cette approche très symptomatique qui finalement, je ne sais pas ce que tu en penses, mais je pense que comme moi, tu es quelqu'un qui apprécie comprendre les mécanismes physiopathologiques, aller au cœur des dysfonctionnements. Et si le trouble métabolique se résumait à dire manger moins, bouger plus, mais on fera notre métier, parce que ça serait quand même vraiment boring. Très bien. Après, tu n'as pas choisi un aliment par hasard. L'œuf, c'est hyper intéressant parce que là encore, en consultation, on a énormément de demandes par rapport aux œufs. Mais est-ce que je peux vraiment manger tous les jours? Combien Et moi, récemment, j'ai eu une patiente comme ça avec une TSH très augmentée suite à un épisode viral. Et en consultation, on lui avait dit en regardant son bilan, mais enfin, il faut vous ressaisir, le cholestérol est bien trop élevé. Alors, je fais une petite aparté, mais la question qu'on lui a posée, c'est mais vous mangez combien d'œufs? Mais en pratique, elle avait la thyroïde qui était complètement déréglée. Donc, le cholestérol était vraiment lié à ça. Mais on a encore ces croyances sur les œufs. Donc, qu'est-ce que tu recommandes, toi, à tes patients? Alors, je peux te donner quelques cas très pratiques. J'ai certains patients qui peuvent manger jusqu'à 8, 10 œufs, 12 œufs tous les jours. Tous les jours. Des œufs entiers? Des œufs entiers avec le jaune, bien entendu, avec le jaune. Parce qu'on a aussi des patients qui mangent des œufs entiers qui rajoutent uniquement du blanc d'œuf. Voilà. Et on se prive donc du cholestérol, des vitamines liposolubles qu'il y a dans le jaune. Donc, un œuf. En fait, une protéine animale de bonne qualité, donc c'est celle qu'on va retrouver dans la nature non transformée, elle associe normalement du gras et de la protéine. Quand vous mangez que le blanc d'œuf, vous enlevez toute la partie grasse. Donc, normalement, ce n'est pas le plus intéressant. Donc, pour nos hormones, ce n'est pas le plus intéressant, c'est clair. Et même pour l'insuline, parce que les protéines ont cette capacité à nous faire sécréter de l'insuline. Mais quand une protéine est grasse, donc plutôt une protéine entière, voilà, quelle idée on a de venir séparer le jaune du blanc? Si c'est comme ça dans la nature, c'est que c'est comme ça qu'on devrait les manger. Mais bon, tu sais comme moi qu'on a eu le lobby pharmaceutique, on a eu toute cette pression sur lower is better, notamment pour le LDL cholestérol, avec la prescription de statine. Et donc, du coup, derrière, on a eu vraiment cette phobie alimentaire qui s'est développée sur l'œuf. Et pourtant, on sait qu'aujourd'hui, l'œuf entier, c'est aujourd'hui la meilleure source de protéines. Alors, bien entendu, tout est une histoire de personnalisation. Il y a certains individus qui développent des hypersensibilités à l'œuf, qui développent des allergies à l'œuf. Mais ça, c'est très spécifique. Mais de manière générale, hors hypersensibilité, la protéine idéale aujourd'hui à consommer, c'est l'œuf. Après, on peut aller se dire, il faut que ça soit des poules bien nourries, des poules filière oméga 3, bleu blanc cœur. Ça, c'est une notion aussi qui est importante. La qualité. Tu viens de me donner l'idée d'un prochain live. Attention. Sur justement, après 40 ans chez la femme, ce problème d'insulinorésistance et quid des statines qu'on y associe. Voilà, avec la thyroïde un peu au repos, un cholestérol qui augmente et les statines. Et double effet sur la mitochondrie. Ce sera un live un peu plus spécialisé, celui-là. Mais celui-là, je vois bien. Je note au fur et à mesure. Avec tous les papiers qui sont sortis sur l'effet prodiabétogène des statines, il y a de quoi dire.
Et le tour de taille. On parle un peu d'adaptation métabolique par rapport à ce SICO. Qu'est-ce que c'est l'adaptation métabolique? C'est un point qui est vraiment important pour que les gens comprennent aussi et déculpabilisent. On va avoir tendance à se priver, à essayer de faire au mieux. Et finalement, ça marche pas et surtout, ça marche de moins en moins. C'est ça. En fait, il faut informer pour éviter de mettre le pied dans ce cercle vicieux des régimes parce que tout est homéostasie, c'est-à-dire qu'on a un pondérostat, on pourrait dire, on a un poids d'équilibre. Ouais. Voilà. Et dès qu'on va essayer de forcer l'organisme, forcer encore une fois, pas induire, forcer, imposer l'organisme à manger moins, en fait, il faut comprendre que la variable calories in, donc les calories qui rentrent, et calories out, les calories qui sortent, c'est pas deux variables indépendantes. On vous fait croire que ce sont deux variables indépendantes, mais elles ne sont pas indépendantes. C'est-à-dire que dès que vous allez manipuler artificiellement les calories qui entrent, c'est-à-dire, vous allez vous dire, aujourd'hui, je mange 500 calories de moins, cela va avoir un impact sur les calories qui sortent. Et ce, indépendamment de votre volonté. Parce que les deux variables ne sont pas indépendantes. C'est ce concept d'homéostasie. En gros, si je m'impose de manger moins, mon corps va percevoir ce déficit énergétique et va, notamment via la glande thyroïde, diminuer votre métabolisme de sorte à ce que vous retrouviez l'équilibre. Je mange 500 de moins, mais je vais dépenser 500 de moins. C'est de la survie, c'est hyper intéressant. Voilà, la nature est absolument fascinante là-dessus. Et il faut comprendre que c'est simplement des mécanismes qui ont permis la de survie survivre. En fait. Tout à fait. C'est exactement ça. C'est hyper intéressant comme notion et c'est vrai qu'elle paraît pas évidente. On n'a pas cette notion qu'en fonction de ce qu'on mange, les sorties vont pas être les mêmes. Et l'inverse est vrai aussi. L'inverse est vrai, c'est-à-dire pour ceux qui vont se dire, alors du coup, moi je vais dépenser plus, donc mes calories out, je vais les augmenter, donc je vais aller courir pendant des heures, je vais aller faire de l'elliptique. On voit beaucoup quand même les femmes faire du cardio. Pour augmenter les calories out, il faut savoir que l'augmentation des calories out va aussi avoir un impact sur les calories in. Si j'augmente mes calories out de manière tout à fait, encore une fois, physiologique, mes hormones, on va dire pas que les hormones, parce qu'on a aussi des neuropeptides, qui sont en lien avec la faim, vont augmenter. Donc, je vais avoir plus faim, donc je vais plus manger. Ça, on a beaucoup de personnes qui le remarquent, qui en ont déjà pris conscience, mais c'est vrai que c'est un phénomène intéressant. Je fais un petit coq à l'âne, un petit aparté là sur SICO et sur calories, parce que c'est quelque chose qu'on voit beaucoup en consultation. Tu sais, le sommeil est altéré dès la périménopause et on sait très bien, et ça a été étudié, c'est publié, que sur les journées qui suivent une nuit avec un sommeil de mauvaise qualité, on a tendance à avoir plus de calories pour le lendemain. Ça aussi, je trouve que c'est quelque chose qui nous aide beaucoup au quotidien de le savoir. Archi validé. Le sommeil, une dette, par plusieurs mécanismes différents, mais quand vous avez une dette en sommeil, donc soit si vous avez des nuits de sommeil qui sont plus courtes qu'en général, on dit 6 à 7 heures, soit effectivement, comme tu disais, un sommeil de mauvaise qualité, non récupérateur, dès le lendemain, vous allez avoir une augmentation de la sécrétion de ghrelin, une diminution de la sécrétion de leptine, et donc c'est pas une histoire de volonté, c'est juste que hormonalement parlant, tout est fait pour vous pousser à manger plus et à moins percevoir la satiété. Donc ne pensez pas que vous manquez de volonté, c'est une question de climat hormonal. D'hormones de la faim et d'hormones de la satiété qui sont du coup perturbées. Par rapport à la qualité du sommeil, moi j'aime bien qu'on regarde un peu si on en a, soit avec des montres connectées, soit des bagues également, pas pour suivre au jour le jour, comme on se pèserait tous les jours sur la balance, pas du tout ça, c'est pas ça l'idée, mais les nuits où vraiment on se lève le lendemain épuisé, ça permet, je trouve quand même, de faire la relation avec ce qu'on a fait la veille et d'améliorer au fur et à mesure la qualité du sommeil. Mais voilà, ça parmi les calories, je trouve que c'était quelque chose d'important. Tu nous parles du NEAT. C'est quoi le NEAT, N-E-A-T? Alors, en fait, c'est tout ce que vous allez faire qui va vous permettre d'avoir des calories dépensées. Donc, moi, moi, il y a plein de concepts que j'essaie de mettre en place et qui sont, on va dire,
qu'on peut renouveler au quotidien. Et il y a 2 choses sur lesquelles j'insiste au quotidien, c'est le nombre de steps, donc le nombre de pas que la personne va faire par jour. Et j'essaye vraiment, sans imposer, mais j'essaye d'encourager chaque personne que j'accompagne à marcher au moins, alors c'est les 10 000 pas par jour, mais ceux qui commencent à 3 000, s'ils arrivent à en faire 5, c'est déjà très bien. Ceux qui commencent à 5, s'ils arrivent à monter à 8, c'est déjà très bien. Et ceux qui sont déjà à 10, et j'en ai quelques-uns, mais pas beaucoup, si on peut monter à 12, à 15, on est quand même programmé génétiquement pour marcher plusieurs kilomètres par jour. Donc, c'est vrai qu'on est dans une société… Oui, je crois que c'est 21, non? Quelque chose comme ça. C'est énorme. Je ne sais plus si c'est 21, 21 ou 27, un truc comme ça. Ouais, je crois que c'est 21. Mais, donc, ça, c'est ma première recommandation. Et ma seconde recommandation, c'est de la fameuse chaise qui tue. Donc, c'est de ne jamais rester assis plus de 45 minutes. Et donc, j'impose, alors je ne vais pas dire j'impose, mais je recommande. On fait la même. Là-dessus, on fait la même. On fait 45 minutes, 1 heure, on se lève et on se met en mouvement, que ce soit des pompes au poids du corps, des squats, encore mieux. Voilà, moi, je fais les 10 squats. Je fais les 10 squats au poids du corps. Alors, aussi bien dans mes formations, dans toutes mes formations privées, on fait des squats toutes les heures. Hein, c'est obligatoire. Donc, quand on se tape une formation qui dure 3 jours, ça fait beaucoup de squats. Les gens ont des petites courbatures. Et pareil pour les personnes que j'accompagne, je leur demande, écoutez, vous êtes dans un open space, essayez de motiver l'équipe. Ça peut être super sympa que tout le monde le fasse ensemble. Je sais que j'ai des labos avec qui je travaille qui font ça, qui ont mis des chronomètres. Et puis, toutes les heures, ils se lèvent et tout le monde fait les 10 squats. Et je dis, mais si vous êtes timide, vous allez aux toilettes. Vous allez dans les toilettes, vous faites vos 10 squats dans les toilettes et puis vous revenez. Oui, il n'y a pas besoin de tenue particulière. Oui. On s'amuse avec mon fils à faire ça quand il passe trop de temps. Alors, hors période scolaire, tu sais, sur la télé, pas trop, mais un peu sur la console, sur le téléphone, à regarder des documentaires sur YouTube ou autre. Toutes les heures à peu près, on fait un petit concours. Ça va être la planche, la position assise contre un mur ou les squats. Bon, il faut tenir le rythme. Mais voilà, hormis ces jeux avec les enfants et les ados, non, c'est hyper important de bouger régulièrement. Et on a de plus en plus des métiers effectivement sédentaires, de plus en plus de télétravail. Donc, et puis le temps passe vite, hein. Quand on est passionné, moi je sais que quand je prépare un cours, par exemple, tu sais que j'ai commencé à mettre ça en place, je crois, l'année dernière seulement, début 2025. Hein. Donc, je faisais partie des sportifs sédentaires pendant très longtemps parce que je pouvais passer 6, 7, 8 heures à préparer des formations, à préparer du contenu. Et je crois que c'est une des premières études que j'ai vues sortir, c'était début 2025 sur l'intérêt je crois que c'est ça, c'est 2025. Ouais. 25, les snack exercise, là, c'est exercise snack, voilà. Le fait de faire ces petits body weight squats, et j'ai commencé à faire ça, et maintenant, c'est devenu une obligation. Je ne passe pas plus d'1 heure assise sur une chaise, et je trouve que ça rythme la journée, et métaboliquement parlant… métaboliquement parlant, même, il n'y a pas forcément à choisir entre les deux, mais il me semble que dans l'étude, ils avaient d'ailleurs comparé avec l'impact du nombre de pas par jour ou d'une activité un petit peu… de 30 minutes de marche par jour. Il disait que c'était vraiment intéressant pour réguler la glycémie. Donc, voilà, moi, ça fait vraiment partie des recommandations que je donne au quotidien dans tout ce qu'il y a à faire. C'est des habitudes simples. C'est des habitudes simples que vous pouvez toutes mettre. Et gratuites. Oui. Et gratuite parce que je ne sais pas toi, mais souvent les retours qu'on a sur les accompagnements micronutrition, médecine fonctionnelle, c'est que c'est cher. Les consultations sont chères, les bilans sont chers, les compléments sont chers, mais on a quand même énormément d'outils qui ne coûtent rien et qui sont très puissants. Ça m'amène à un point, effectivement, on ne va pas faire 10 lives, mais probablement 20. Ça m'amène à un point hyper important et je pense que tu as eu le même cheminement que moi jusqu'à il y a 2-3 ans. Je pense que je continuais à penser et à dire à mes patients que le plus important, c'était l'alimentation. Hein, tu te rappelles de nos cours avec l'insuline, ce fossoyeur de l'humanité, et vous creusez votre tombe avec la fourchette. Et clairement, je trouve que sur les dernières années, les dernières études qui sortent, on se rend finalement compte que l'activité physique a peut-être et probablement un impact encore plus important
que le muscle a une place absolument fondamentale. Alors, ça ne veut pas dire que l'activité physique ou du NEAT en quantité suffisante va compenser des excès alimentaires répétés, bien sûr que non. Mais je pense qu'en termes de santé, notamment par rapport justement à cette théorie hormonale et à ce rôle des hormones, je pense que maintenant, je mettrai encore plus l'activité physique en priorité numéro 1 par rapport aux outils vraiment pas chers et à la disposition de tous. Et je mettrai l'alimentation en 2. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Alors, écoute, je pense effectivement qu'on a fait un peu le même cheminement. Moi, j'étais donc une des premières formations que j'ai créées, la première formation que j'ai créée, justement, c'était sur la prise en charge micronutritionnelle du surpoids et de l'obésité. Et dans cette formation, donc elle date de 2021, j'étais sur la règle du 80-20. 80% dans l'assiette, 20%. C'est ça. Mais, et puis, l'année dernière, en fin d'année dernière, j'ai sorti une formation sur la santé musculaire. Donc, j'ai beaucoup lu sur la santé musculaire, sur le rôle du muscle. Et puis, de 80-20, je suis passée à 50-50. Et parce qu'encore une fois, tu sais, je pense que je me suis faite avoir parce qu'on véhicule via l'activité physique, parce qu'en fait, quand on parle de santé métabolique et de perte de poids, on utilise l'activité physique pour soutenir la théorie psycho. Oui. Et c'est pour ça que j'étais contre. C'est vrai. Parce que je suis contre la… Alors, je ne sais pas que je suis contre la théorie psycho, je suis contre imposer la théorie psycho, ce qui est un petit peu différent. Mais en fait, à chaque fois qu'on parle d'activité physique dans le cadre de la perte de poids, c'est dans le but d'augmenter les calories out. Et moi, je suis contre ça. Donc, une fois, et quand j'ai créé ce cours sur la santé musculaire et que je me suis rendu compte que le muscle était une glande endocrine, que le muscle avait un impact sur la santé métabolique, mais pas parce que ça permettait de dépenser plus de calories, parce que ça permettait d'améliorer le métabolisme insulino-glucidique. Et là, j'ai tout de suite adhéré. Je me dis, en fait, oui, là, j'achète. Là, j'achète l'activité physique si c'est parce que ça va augmenter optimiser le climat hormonal et pas juste parce que, regarde, qu'est-ce qu'on dit? D'ailleurs, j'étais en train de tourner un réel là-dessus tout à l'heure. Aujourd'hui, quand on parle d'activité physique, la plupart, surtout les coachs sportifs, ils vont dire augmentez votre masse musculaire parce que ça va augmenter votre métabolisme de base, parce que le muscle dépense plus de calories. Mais en fait, c'est bullshit, hein. C'est quoi? Quelques dizaines de calories en plus, c'est pas ça qui fait la différence. Ce qu'il faut expliquer, c'est que le muscle, donc quand on a un muscle qui est fonctionnel, il va permettre d'améliorer notre métabolisme insulino-glucidique. Et c'est pour ça qu'il est intéressant. Pas que, parce qu'on sait qu'il sécrète plein d'autres myokines. Oui, c'est très simplifié, effectivement. Et on le voit aussi sur le fractionné, le HIIT. Voilà, vous allez continuer à brûler pendant des heures. Oui, c'est vendeur. Mais c'est l'impact sur les mitochondries. Ouais, après, on n'est peut-être plus du coup dans du 80-20, mais moi, je dirais qu'on est quand même bien dans du 60-40. C'est-à-dire, et je pense que c'est important d'insister là-dessus parce qu'on a encore des gens qui n'ont pas le temps ou qui sont trop fatigués, notamment les femmes, pour se dire, moi, j'ai pas le temps, j'y arriverai pas et je suis déjà HS. Mais ça fait partie vraiment du cercle vertueux qui va permettre de diminuer la fatigue et d'améliorer l'état de santé. Donc, c'est pas optionnel. C'est pas, voilà, on n'est pas deux folles furieuses de l'activité physique. On est plutôt deux professionnels de santé passionnés de biologie, de santé, de métabolisme. Et si on vous casse les pieds, je pense, en consultation, autant l'une que l'autre là-dessus, c'est que c'est pas optionnel, c'est vraiment primordial pour être en bonne santé et aussi pour une longévité optimale. Parce que vivre vieux, c'est bien, hein, mais si c'est pour être diminué, personne ne signe, hein. Donc, exactement. Aujourd'hui, on dit que la santé musculaire, la force musculaire, c'est un des meilleurs indicateurs d'espérance de vie en bonne santé. Donc, au-delà de votre santé métabolique, vous voulez vivre le plus longtemps possible en bonne santé, vous devez construire du muscle. Vous devez, en fait, il n'y a pas d'option possible. Vous devez construire du muscle. Et le problème, je regardais, j'ai partagé une publication tout à l'heure que je trouvais très intéressante, c'est que la femme, on est soumise à cette pression sociale de quelle est l'image du corps féminin le plus esthétique, le plus attractif. Mais en fait, il faut vous détacher de tout ça. Aujourd'hui, votre objectif, c'est d'avoir un corps qui vous permette de vivre le plus longtemps en bonne santé. Et c'est pas en étant skinny, et encore moins en étant skinny fat, que vous allez le pouvoir. Le problème, c'est qu'on nous renvoie des images en permanence de femmes, toujours, en plus avec les problématiques d'analogue GLP-1/GIP, c'est pire en pire. Donc, des femmes de plus en plus minces, mais de plus en plus fragiles. C'est ça, fragile.
C'est ça, c'est intéressant ce terme. Moi, j'aime bien aussi dire à mes patientes que ce qu'on recherche, c'est d'être antifragile. Parce que clairement, les femmes sont très résilientes, elles sont très fortes et elles encaissent même trop sur la périménopause et la ménopause. Mais voilà, dites-vous bien qu'il faut être antifragile et pas essayer d'être le plus mince avec tous les challenges stupides qu'on voit sur les réseaux, la feuille de format A4 dans laquelle il faut rentrer, plein d'âneries comme ça. Mais et puis aussi les réseaux qui participent à cette quête de la silhouette parfaite et cette culture presque de l'extrême maigreur, parce que quand on voit certaines silhouettes, on se dit mais c'est pas possible en fait. Je vous rappelle, la masse grasse c'est important. La masse grasse elle est hyper importante. Et aussi de se dire plus que le poids ou les centimètres, hormis les centimètres qu'on va quand même un peu regarder sur le tour de la taille, se dire c'est ma composition corporelle qui importe. Et je sais que tu aimes beaucoup parler de DEXA Scan, par exemple. Voilà l'impact que peut avoir la composition corporelle sur la santé. Donc, c'est vrai que c'est ça qu'il faut regarder plutôt que de se comparer à d'autres personnes qui ne sont pas forcément en bonne santé du tout. On va peut-être attaquer périménopause, ménopause, parce que je vois qu'on en est déjà une demi-heure. Donc, on aura réussi à traiter 2 sujets sur 16. C'est pas mal. Alors, attends, je veux juste quand même rebondir sur ce que tu disais sur composition corporelle, parce que c'est vrai que c'est quelque chose qui me tient beaucoup à cœur. Et aujourd'hui, j'essaye même de ne plus parler de perte de poids quand je parle de santé métabolique, mais j'essaye vraiment de parler de recomposition corporelle. Mon travail, c'est de vous aider à optimiser votre composition corporelle et non pas à perdre du poids. Parce qu'il y a perte de poids et perte de poids. Donc, j'essaye vraiment de bannir ce mot de mon vocabulaire et de celui des personnes que j'accompagne et des pros que je forme. On ne parle plus de perte de poids, on parle d'optimisation de la composition corporelle. Et tout ce qu'on va mettre en place, ce n'est pas pour vous permettre d'être plus fine, de peser moins lourd, de perdre des kilos. Non, c'est d'être plus forte, d'être plus fonctionnelle pour pouvoir vivre le plus longtemps possible en bonne santé. Donc, le poids sur la balance, on l'oublie parce qu'en fait, il veut tout et rien dire. Ouais. Mais c'est hyper intéressant, moi qui, parmi les nombreux DU, en ai fait un d'hypnose, je trouve ça absolument génial de ne pas parler de perte comme maigrir, tu vois, c'est aussi des termes négatifs qui font aussi que l'inconscient va bloquer sur certaines choses, alors que là, on est dans un gain et dans une optimisation. Je trouve que déjà, c'est beaucoup plus positif, beaucoup plus joyeux et probablement sur le plan conscient et inconscient, c'est des notions qui sont super intéressantes. Donc, on va optimiser la composition corporelle. J'adore. Je disais, du coup, on avait prévu 16-17 sujets. On en fera peut-être 2 aujourd'hui. Mais je pense que les gens vont adorer. Tu vois, les gens qui regardent la vidéo pour le début, depuis le début, ne se sont pas décrochés. Donc, merci à vous d'être là, d'être présents et présentes. Et puis, ça nous promet de belles séries. Et encore, là, on s'est limité un petit peu à la silhouette et à la composition corporelle sur nos lives. On fait le point périménopause, ménopause, parce que c'est quand même là où ça change, là où les femmes sont amenées à consulter. Alors, autant en micronutrition que moi aussi en esthétique, parce que la silhouette, souvent les femmes me disent même « mon corps me trahit ». Voilà, avec une prise de masse grasse au niveau abdominal qui a un impact en plus sur la santé et sur notre risque cardiovasculaire. La baisse des œstrogènes, finalement, à ce moment-là, elle joue un rôle central. Tu sais qu'aujourd'hui, on parle même du syndrome métabolique de la ménopause. Donc, le lien aujourd'hui, il est clairement établi entre chute des œstrogènes, augmentation de l'insulinorésistance. Effectivement, ce que tu disais, ce changement total de répartition de la masse grasse, alors même qu'on n'a pas changé nos habitudes alimentaires. Je pense que c'est ce qui est le plus frustrant pour les patients. Le poids, parfois, ne change pas ou très peu, mais la composition corporelle. Et oui, parce qu'en même temps qu'on a cette augmentation de la masse grasse au niveau central, on commence on perd de la masse musculaire. Donc, au final, effectivement, le poids peut ne pas trop varier sur la balance, mais par contre, la composition corporelle, elle évolue beaucoup. Et effectivement, elle évolue de manière plutôt délétère pour la santé cardiovasculaire, puisqu'on sait que cette graisse viscérale, elle est très pro-inflammatoire et que c'est elle qui nous pose problème. Alors, je sais que celle qu'on n'aime pas, c'est celle qu'on a au niveau des hanches, de la culotte de cheval et puis celle qu'on peut toucher, mais bon, la graisse en sous-cutanée, en soi, elle ne pose pas vraiment de problème
toute proportion gardée, bien entendu. Alors, par rapport à son aspect esthétique, ça amène beaucoup en consultation quand même. Là encore, on a des technologies qui permettent d'améliorer, etc. L'alimentation va jouer. Le traitement hormonal, quand il y en a un, va avoir un impact positif. Mais là encore, moi, j'ai beau faire des traitements de médecine esthétique, il n'y a pas de traitement de médecine esthétique qui va marcher sur cette graisse, notamment au niveau de la silhouette, de la cellulite plutôt, si elle n'est pas accompagnée d'une activité physique adaptée, clairement. Et ça, je pense aussi que mon discours et ma prise en charge a encore évolué depuis les 2-3 dernières années, où jusque-là, j'étais vraiment convaincue par des technologies qu'on a qui marchent super bien, mais en pratique, si on n'y associe pas un exercice physique adapté, un maintien de la masse musculaire, clairement, ça ne fonctionne pas. Donc ça, c'est important. On pourrait dire que l'activité physique, ça doit vraiment faire partie de l'hygiène de vie. Moi, je me dis que, tu sais, le professeur Castronovo, notre père spirituel, qui parle de la mastication comme étant vraiment, vous devez mastiquer comme quand vous brossez les dents tous les jours. À chaque fois que vous mangez, vous devez mastiquer. Mais moi, j'ai la même vision de l'activité physique aujourd'hui. Je me dis, il n'y a pas un jour où je ne dois pas mettre mon corps en mouvement. C'est pas possible. Ça, voilà. Ouais. Et moi, je commence à voir même au-delà de ça avec les retours de mes patientes, c'est-à-dire que j'ai énormément de plaisir, tu vois, à prendre en charge en consultation, à aider là-dessus, à transmettre les connaissances qu'on a apprises parce qu'on y a passé du temps. Donc, si on peut en faire profiter un maximum de personnes, c'est top. Mais je vois aussi l'impact sur les générations futures, c'est-à-dire que les femmes qui viennent en consultation me disent, mais mes enfants vont prendre le même type de petit déjeuner que moi, les enfants se mettent en mouvement et je vois vraiment cet effet vertueux sur les générations qui viennent et je trouve ça absolument, mais limite, grisant, tu vois, voir l'impact que ça peut avoir. Vraiment, on est vraiment bien en osmose. Alors, on a un petit bug au niveau de la connexion. Ça va revenir. Anne est loin. Alors, on a un petit bug, on ne t'entend plus. Et effectivement, oui, c'est vrai que les… on est ça a été revenu. Mais c'est vrai que, voilà, et on le voit nous avec nos enfants, on sait le cadeau que c'est de leur enseigner des bonnes habitudes comme ça, que ce ne soit pas une contrainte, pas punitif, mais voilà. Et de leur faire découvrir une activité physique. Moi, c'est vraiment ce que j'ai essayé de diffuser dans… Faites découvrir dès le plus jeune âge à vos enfants, que ce soit un sport collectif, un sport individuel, un sport de raquette, un sport de balle, de ballon, peu importe, mais dès le plus jeune âge, vos enfants, sinon c'est tablette, écran, jeux vidéo. Ouais. Vos enfants doivent être en extérieur, faites-leur tester des jeux, ça va leur permettre de rencontrer du monde, de se créer du réseau. Plus on commence tôt, on ne va pas tous devenir champions olympiques, mais voilà, développer cette culture de l'activité physique, de faire des petites… Enfin, moi, personnellement, j'ai grandi dans cet univers. J'ai plus de 40 ans, je continue encore aujourd'hui. Et mes enfants, c'est là-dedans que je veux les élever parce que c'est une valeur. Le sport, c'est une valeur importante. Ouais. À l'heure actuelle, il y a justement tellement de sédentarité, tu parlais du livre La chaise tue, que la génération qui arrive, c'est juste primordial de pouvoir leur transmettre ça et voir les parents se mettre en mouvement de manière quotidienne, même pendant les vacances, etc. C'est vraiment, je pense, le plus beau cadeau qu'on peut leur faire avec le fait de faire attention à ce qu'ils mangent et d'avoir voilà, une appétence pour des choses qui sont bonnes pour leur santé. Mais voilà, mettre en mouvement, ça fait partie vraiment des piliers de santé. Et dans nos études médicales, déjà, l'alimentation ça s'améliore, mais a une place vraiment minime. Je pense que j'ai même pas eu 10 heures de cours de nutrition sur 10 ans d'études. Mais par contre, l'activité physique, maintenant, ça commence à rentrer dans les facs et notamment sur la thérapeutique en oncologie ou autre. L'activité physique, il me semble pas être si vieille, mais on n'en a jamais parlé. Non, mais c'est terrible. Voilà, en endocrino ou autre, l'activité physique, non, alors que c'est la base. Donc là, j'insiste, c'est pour vous, mais c'est aussi pour votre mari, c'est pour les enfants et vraiment transmettre ces valeurs-là qui sont des valeurs capitales. Et comme tu dis, faire découvrir différents sports, bouger aussi, marcher un peu plus, utiliser un vélo, vraiment essayer de contrebalancer ce phénomène de société où on est assis tout le temps. Et alors là, c'est amusant parce qu'on est au cabinet et je ne l'ai pas encore reçu, mais moi, j'ai instauré quelque chose de nouveau.
Alors, je ne l'aurais peut-être pas fait sur le live parce que j'aime bien ne pas être essoufflée, mais j'ai pas mal de réunions. Pas mal de réunions qui parfois sont longues, parfois avec des gens un peu plus âgés aussi qui parlent lentement. Et à la maison, mes réunions se font toutes sur le tapis. Ah ouais, avec un walking pad, c'est super ça. Alors, c'est même pas ça, c'est vraiment un tapis en pente où je mets de la pente à 12, je marche à 6 avec un tapis, un gilet. Oui. Donc, je suis un peu essoufflée pendant les réunions, mais je peux t'assurer que pour le coup, alors si on était dans le psycho, j'augmente les dépenses. Mais c'est pas ça, c'est vraiment voilà, d'être dans cette zone 2 qui est si bénéfique en termes de santé. Mais il y a plein de façons, chacun la sienne, de se mettre en mouvement. Tu parlais tout à l'heure de se laver les dents, mais on peut aussi faire des squats ou monter sur la pointe des pieds pendant qu'on se lave les dents. Il y a plein de petites actions répétitives comme ça qui sont juste hyper importantes. Et effectivement, avoir accès à certains professionnels de santé, faire des bilans de biologie fonctionnelle, ça a quand même un coût important. Tout ça, c'est bien, c'est hyper utile, mais si on ne met pas déjà des actions de base au quotidien et si on ne met pas du mouvement, on loupe l'essentiel finalement. Par rapport aux oestrogènes, là, il y a un point qui est important sur la périménopause et la ménopause, c'est en fait le lien avec la résistance à l'insuline. Oui, tout à fait. En fait, on perd en sensibilité à l'insuline lorsque on a ce manque d'œstrogène. Ce qui est un petit peu compliqué, c'est qu'en périménopause, en fait, c'est pas qu'on manque d'œstrogène, c'est qu'il y a des fluctuations qui vont un petit peu dans tous les sens. On a d'abord la progestérone qui chute, mais après, à la ménopause, effectivement, c'est ce déficit en œstrogène qui va créer le terrain favorable à développer un syndrome métabolique. Donc, c'est là que ça va être important. Je pense que tu fais partie des médecins précurseurs en France aujourd'hui qui essayent de revalider, démystifier le traitement hormonal de la ménopause. Bien conduit, les bonnes formes, les bonnes molécules, les bonnes voies d'administration, les bonnes indications. Parce qu'on a quand même toute une génération de femmes qui ont été privées de ce traitement. Oui, qui ont été sacrifiées, moi, je dis clairement, parce qu'il y a eu vraiment une terreur sur ces traitements hormonaux, alors que le traitement hormonal tel qu'il est prescrit en France, il est bénéfique en termes de balance bénéfice-risque. Ça penche vraiment du côté des bénéfices. Et pour ce qui est juste des cancers, on a même une diminution des cancers du côlon, des cancers du poumon, etc. Mais la première cause, si tu me passes la main là-dessus, on est fichu. La première cause de mortalité chez la femme, c'est la maladie cardiovasculaire, c'est pas le cancer du sein. Et pourtant, il y a beaucoup de cancers du sein. On en a tous autour de nous. Mais clairement, ne pas… En fait, moi, je milite pour que les femmes soient informées parce qu'elles devraient être en mesure et libres de choisir si elles veulent un traitement ou pas, mais en connaissance de cause. C'est ça le problème. Avec les bonnes informations. Avec les bonnes infos sur le risque cardiovasculaire, sur le déclin cognitif, sur le moral, évidemment, le sommeil, la libido, etc. Sur la qualité de vie, je dirais de manière générale, sur la qualité de vie à 50 ans, ce n'est pas la fin de votre vie, c'est juste la seconde partie de votre vie. C'est le début, c'est la thématique de mon livre, c'est le temps du phénix. Non, exactement, c'est-à-dire que à partir de 50 ans, votre vie n'est pas finie. Vous démarrez la seconde partie de votre vie, mais qui doit être tout aussi intense et passionnante. Et vous devez bénéficier de toutes vos capacités physiques, cognitives. Et pour ça, sans hormones, ça va être compliqué. Alors, c'est plus compliqué. Après, il y a des vraies contre-indications, même si elles sont quand même très, très rares au traitement hormonal. Elles sont quand même très rares. Mais de base, même avec traitement hormonal, de toute façon, c'est une alimentation équilibrée, une activité physique optimale. Ça, c'est la base. Et prendre soin de son sommeil, le stress, les relations. La gestion du stress, on est d'accord. En fait, finalement, on est des hygiénistes. On travaille l'hygiène de vie. C'est pas tout dans l'assiette, c'est pas tout dans l'activité physique, mais c'est bien dormir, bien gérer son stress, bien manger. Et en fait, c'est faire de sa santé une priorité. Mais le problème, c'est qu'on a l'impression qu'aujourd'hui, la santé, c'est quelque chose d'acquis. Et c'est seulement quand on la perd, qu'il nous arrive un gros pépin, qu'on se dit, ah oui, quand même, ne pas être en bonne santé, c'est quand même embêtant, on peut rien faire d'autre. Mais c'est uniquement quand on la perd. Alors qu'on devrait dire, mais en fait, la santé, c'est mon bien le plus précieux. Sans une santé optimale, je ne sais rien faire. Donc, remettre la santé. C'est-à-dire que si tu t'effondres, l'entourage qui dépend complètement de toi, selon le cas, les enfants, etc., même au travail,
tout s'effondre. Donc, ça devrait être une Exactement. priorité. C'est-à-dire La priorité absolue. il y a un moment dans la journée qui est pour vous, où vous avez le téléphone sur silencieux, vous n'êtes pas joignable. Et quand c'est pas… Il y a une autre notion, moi, que j'essaie de faire passer aux patientes, c'est qu'on n'a pas toujours une demi-heure, 3/4 d'heure. Mais il vaut mieux bouger 10 minutes dans une journée que pas du tout. Et c'est un peu comme dans les régimes, cette espèce de loi du tout ou rien. Si j'ai fait un écart, je mange tout ce qu'il y a dans le placard, c'est à peu près la même chose. Si j'ai pas le temps, autant ne rien faire. Non, bouger. Même 10 minutes, c'est déjà très bien. Et on a plein de vidéos voilà, sur les réseaux, sur YouTube, avec des coachs en ligne ou autres, pour pouvoir bouger à la maison sans avoir forcément beaucoup de matériel. Beaucoup de temps, et tout à fait. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Voilà, même un entraînement, voilà. Je lisais ça dans une salle de sport dans laquelle j'étais hier, j'ai trouvé très sympa, c'est écrit en anglais, mais en gros, ça voulait dire même un entraînement moyen, c'est toujours mieux que pas d'entraînement. J'ai trouvé ça tellement juste. Oui, c'est évident, et puis sans avoir forcément beaucoup de matériel, et puis aussi avoir en tête qu'on est fatigué. C'est une période où la femme peut être vraiment super fatiguée, mais le fait d'arriver progressivement à se remettre un petit peu en mouvement, ça va aller vraiment dans un cercle vertueux qui améliore nos mitochondries, hein, la qualité de nos mitochondries, leur fonctionnement, et ça va améliorer progressivement. Et il faut être bienveillante, on va arriver à faire 5, 10, 15 minutes, et ça, c'est progressivement. Important. C'est exactement ça, c'est y aller avec bienveillance, de manière progressive, être à l'écoute de son corps, parce que je pense qu'en périménopause, moi qui commence à arriver dans cette phase de la périménopause, qui a toujours été très sportive, je pense qu'il y a cette notion de bienveillance qui est importante, et puis cette notion de s'adapter à la période de la vie dans laquelle on est. Moi qui adorais faire du HIIT, du crossfit, des choses très explosives, mais aujourd'hui, je sais que mes surrénales, elles aiment plus trop ça. Donc, du coup, je vais aller sur du renforcement musculaire plus classique, je vais m'écouter. Donc, il y a aussi cette notion d'adapter le niveau d'activité physique. De s'écouter par rapport au fait que les femmes sont hyper résilientes, et tu en es un modèle parfait, mais tu es quand même très informée là-dessus, donc je pense que ça contrebalance, où on est tellement dans la résilience qu'on va essayer de se forcer, de se dire mais avant j'y arrivais, je continue. Et non, c'est bien, comme tu le soulignes très justement, de s'écouter et d'adapter les entraînements physiques. Par rapport à la graisse viscérale, le ventre tout simplement, qui nous embête à la périménopause, est-ce que tu peux revenir un peu sur ce rôle en fait sur la santé, sur le risque cardiovasculaire, sur l'inflammation? En fait, il faut savoir qu'on peut stocker du gras de manière physiologique et de manière pathologique. De manière physiologique, on va stocker du gras dans les adipocytes au niveau sous-cutané. Okay, et ensuite, quand on va développer notamment une insulinorésistance au niveau du tissu adipeux, ces cellules ne seront plus capables de stocker du gras, vont même d'ailleurs relarguer des acides gras libres, ce qui va être extrêmement toxique. Et donc, on va stocker du gras, ce qu'on appelle en ectopique, donc ailleurs que dans le tissu sous-cutané, et notamment au niveau viscéral, et parfois dans le foie, ce qui fait le lien entre d'ailleurs maladies métaboliques et les maladies hépatiques non alcooliques. C'est vraiment des épidémies qui sont tout à fait strictement parallèles, parce que c'est une manière de stocker le gras par défaut, parce que le tissu adipeux sous-cutané fait de l'insulinorésistance et n'est plus capable de stocker ce gras, donc on va venir stocker en viscéral. Et là, le problème, c'est qu'on n'est pas censé stocker du gras ici. Donc, du coup, c'est quand on stocke du gras en viscéral, on va avoir vraiment un stockage qui va être extrêmement pathologique parce qu'il est inflammatoire. Ces adipocytes vont sécréter des cytokines pro-inflammatoires. Donc, on est vraiment dans un environnement avec plein de cytokines pro-inflammatoires, IL-6, TNF-alpha, toutes ces cytokines-là, qui font que on va aggraver notre risque cardiovasculaire, cardiométabolique, puisque bien entendu, l'inflammation, et on ne parle pas d'inflammation aiguë, on parle d'inflammation systémique de malade, c'est le terrain fertile pour développer toutes les maladies dites de civilisation en soi, pas que les maladies cardiovasculaires. Toutes les maladies dites de civilisation. Nous, on voit un impact au niveau esthétique aussi en rapport avec cette masse. Ah oui, la peau vieillit plus rapidement, et les poils sur le visage également avec l'apparition de cette… Je pense qu'on tâche aussi, non? Je pense que les femmes ont plus de taches, moins lumineux. C'est voilà, par rapport à l'hyperandrogénie relative, on a quand même vraiment à cette période-là de la vie tendance à avoir soit une pilosité qui apparaît, soit qui s'aggrave s'il y avait déjà quelques poils. Et ça peut être particulièrement pénible et complexant.
Par rapport à la périménopause, ménopause, on a déjà un peu abordé le sujet. On a le sommeil qui est altéré, notamment avec la baisse de progestérone. Et on l'a vu, ça a un réel impact sur la silhouette par rapport notamment aux hormones de la faim, de la satiété. On fait un petit point sur le cortisol parce que là encore, le cortisol, on entend tout et n'importe quoi sur les réseaux et c'est très vendeur le cortisol. Tout le monde a un avis sur le cortisol. Tu nous fais un petit point sur nos surrénales? Oui, bien sûr. On a fait un webinaire dernièrement avec le docteur Stéphane Résimon sur les différentes phases du stress. Et effectivement, le cortisol, donc c'est une hormone qui est aussi indispensable à la vie, comme l'insuline. J'insiste vraiment sur, quand on pointe du doigt l'insuline dans un trouble métabolique, je vous rappelle que sans insuline, on meurt. Les diabétiques de type A, avant qu'il y ait de l'insuline en exogène, ils n'avaient pas une espérance de vie très élevée. Donc, la problématique n'est pas l'hormone en tant que telle, donc ni l'insuline, ni le cortisol. La problématique, c'est un déséquilibre dans la sécrétion de l'hormone. Donc, comme l'insuline, le cortisol, il nous en faut, c'est indispensable à la vie. Par contre, il y a un rythme circadien dans la production de cortisol et on n'est pas censé produire du cortisol du matin au soir. Donc, on a vraiment ce fameux cortisol awakening response, c'est-à-dire qu'on va sécréter du cortisol de manière importante dans la demi-heure qui suit le réveil. Ça va nous permettre de nous mettre en route. Et puis après, normalement, on en sécrète de moins en moins pour ne plus en sécréter à partir, on va dire, de 21h pour laisser la place à la mélatonine. Donc, effectivement, tout excès de cortisol va déjà avoir un impact sur notre sommeil parce que si on a du cortisol, ça bloque la synthèse de mélatonine. Et on l'a donc dit, si pas assez de mélatonine, on dort moins bien et donc par la suite, on mange plus. Et le cortisol en tant que tel, on parlait de graisse viscérale tout à l'heure, quand vous avez trop de cortisol, donc on ne parle pas de pathologie organique, bien entendu, on parle vraiment d'hypercorticisme dit fonctionnel, donc dans un état de stress chronique, vous allez sécréter beaucoup de cortisol. Et dans un environnement où il y a de l'insuline en excès, ce qui va se passer, c'est que vous allez activer une enzyme qui s'appelle la lipoprotéinipase, la LPL, au niveau viscéral. Donc, tout est fait quand votre cortisol est élevé pour que, au lieu d'aller stocker le gras en sous-cutané, vous alliez le stocker en viscéral puisque cette protéine, la LPL, elle est faite pour aller prendre vos acides gras, enfin les triglycérides, les découper et les refaire rentrer et les restocker sous forme de triglycérides, mais au niveau viscéral. Donc, c'est vraiment le cocktail idéal pour développer de la graisse viscérale. C'est un contexte de stress, donc cortisol élevé, une insuline élevée, et peu d'œstrogène. Là, vous avez le climat hormonal parfait pour augmenter votre graisse viscérale. Et ça, encore une fois, comme tu le disais tout à l'heure, sur la balance, on peut ne pas avoir de différence de poids. Par contre, on va se sentir plus serré dans nos jeans, on va prendre 1 ou 2 cm de tour de taille. Et c'est là que le mètre ruban est intéressant à utiliser. Oui, et très simple et peu coûteux. Mais c'est vrai que voilà, c'est bien de faire un peu un point là-dessus parce qu'on lit et on entend vraiment tout et n'importe quoi là-dessus. Mais aussi, ça permet de comprendre pourquoi on insiste autant, nous, sur la gestion du stress. Parce que comme tu disais, c'est pas un stress aigu, c'est vraiment un stress chronique de notre civilisation. Hein. On est de nature plutôt psychologique. Voilà. C'est ce qui fait la différence avec ce pourquoi on a été programmé génétiquement. On était programmé pour fuir un lion, une bête sauvage qui menaçait notre pronostic vital. Donc, soit on luttait, soit on fuyait. Donc, on utilisait le carburant mis à disposition. Là, on est plutôt dans une nature de stress qui est chronique, qui est psychologique, qui est presque impalpable. C'est la boîte mail qui déborde. Il n'y a pas forcément le mouvement derrière. Voilà, il y a effectivement. Il n'y a jamais de mouvement derrière, en vrai, quand tu regardes. Il n'y a quasiment jamais de mouvement. Donc, moi, c'est pour ça que je dis souvent, écoutez, quand vous avez un pic de stress comme ça, vous sentez l'adrénaline qui arrive, vous allez faire vos squats, vous allez faire des pompes, vous allez faire un sprint, utilisez cette énergie parce que le lien aujourd'hui entre cortisol fonctionnel élevé, on va dire, hypercortisol fonctionnel élevé et maladie métabolique, il est clairement fait. Donc, c'est vraiment ce cortisol qui s'élève, qui va entraîner des dysglycémies. C'est-à-dire, vous savez que le cortisol, ça fait monter la glycémie. Il y a plein de gens qui disent, je ne comprends pas, moi, tout va bien, je mange bien, mes triglycérides sont parfaits, mais j'ai le cortisol élevé le matin. C'est normal, c'est le phénomène de l'homme. Le cortisol fait que votre glycémie va s'élever. Ça pose pas de problème. Ouais, mais c'est des notions qui sont hyper intéressantes à comprendre et voilà, pour le grand public. En fait, ça responsabilise, je trouve. Tu sais, quand tu comprends quel est l'impact du sommeil au niveau biologique, au niveau cellulaire, peut-être que ça te responsabilise et tu te dis, ah ok, ça vaut le coup que j'essaye de mettre en place des choses pour mieux dormir.
Quand tu te rends compte que le stress, c'est la même chose, tu dis, OK, bon, bah alors je vais peut-être mettre en place des séances de cohérence cardiaque, de méditation. Gérer mon stress, aller marcher en extérieur. Ouais, exactement. Tout à fait. Mais ça me fait penser à un autre livre et une analogie. C'était, tu te souviens de ce livre? C'était Le meilleur médicament, c'est vous. Et on était encore dans je trouve, dans cette vibe où il fallait plus ou moins voir la santé comme en lien avec des médicaments. Et c'est comme ça qu'on est quand même assez formés. On est formés, nous, pour traiter des maladies, pour les soigner. Mais moi, j'aime bien dire aux patientes que je suis, aux femmes sur les réseaux, en fait, c'est pas tellement ça. C'est votre meilleur médecin, c'est vous. Et c'est clairement ça, la gestion du stress, le sommeil, l'alimentation, l'activité physique. Tout ça, voilà, une fois qu'on a les bonnes notions, on peut mettre en place 80, voire plutôt 90% de ce qu'il faut pour avoir une santé optimale. On va peut-être finir. C'est pour ça qu'on parle de médecine 4P. C'est ça. Dedans, il y a le côté participatif. Mais tu sais, c'est le problème. Je pense qu'on y reviendra quand on fera les GLPR. Je pense qu'aujourd'hui, le problème, alors, je ne vais pas mettre tout le monde dans le même panier, mais c'est que certaines personnes sont à la recherche de l'outil miracle, tu sais, comme si on avait une baguette magique et qu'on était capable de résoudre leurs problèmes. Alors même qu'on sait que, comme tu le dis, 80%, 90%, c'est à eux de mettre en place des choses et parfois des choses qui ne coûtent rien, mais ça demande un investissement. C'est des petites choses qu'on met en place au fur et à mesure. Donc oui, c'est sûr, le meilleur médecin, c'est vous. On finit sur un point qui revient souvent, qu'on me pose souvent en consultation par rapport au traitement hormonal, puisqu'on a été un peu light là sur le traitement hormonal. Est-ce que le traitement hormonal, c'est maigrir? Tu sais, c'est une question qui revient souvent. Alors, est-ce que le traitement hormonal va faire maigrir? La plupart du temps, quand un traitement hormonal est bien conduit. Donc, toi, je suis sûre que tu mets en place beaucoup de traitements hormonaux de la ménopause. J'envoie chez le médecin gynéco et chez le médecin généraliste pour que la femme mette en place le traitement hormonal avec le médecin. Parce que tu sais, en France, on est assez cloisonné. Oui, bien, tout est cloisonné. Bon, moi, je travaille beaucoup en collaboration avec des médecins fonctionnels, du coup, qui introduisent les traitements hormonaux. Et donc, on travaille vraiment en très bonne collaboration. Et donc, dans la grande majorité des cas, une fois qu'on a rééquilibré cette balance œstrogène-progestérone, on va avoir un impact sur l'insuline et donc on va permettre notamment de diminuer cette graisse viscérale et d'optimiser se recomposer, voilà, de manière optimale. Donc oui, dans la plupart des cas maintenant, il y a sans doute indirectement, on peut dire que oui, mais en fait, c'est vrai qu'on entend. Est-ce que ça fait grossir aussi parce qu'on associe encore les oestrogènes, la pilule, la prise de poids? Oui, non, mais là, on est sur des choses très différentes. On est sur des hormones de synthèse. C'est des questions récurrentes, mais du coup, non, tout seul, il ne fait pas forcément maigrir, mais il participe quand même à une optimisation de la composition corporelle. Je te rejoins à 100% là-dessus. Et avec une alimentation adaptée, une activité physique optimale, le traitement hormonal aide quand même à maintenir une composition corporelle idéale. Perdre de la graisse viscérale, d'une part, donc recommencer à stocker avec un climat œstrogénique optimal. On va recommencer à stocker de manière plus gynoïde le gras et donc avoir moins d'impact au niveau cardiovasculaire. Moins de tour de taille, un peu plus. Et si on prend du poids et pour une raison X ou Y, on va avoir tendance à le mettre plus, comme tu le dis, sur les cuisses et les fesses, c'est ce qu'on appelle la localisation gynoïde. Et puis, on aura aussi une facilité à prendre de la masse musculaire parce que les œstrogènes jouent aussi sur… On sait que c'est plus les androgènes, mais les œstrogènes ont aussi un rôle dans la prise de masse maigre. Donc, encore une fois, tout est fait pour optimiser sa composition corporelle. Donc, je ne parle pas de poids sur la balance, mais vraiment aller faire un exascale. Voilà, et vous verrez qu'au bout de 6 mois, vous aurez une amélioration de votre ratio body fat. C'est hyper motivant. Il y a pas mal de salles de sport d'ailleurs qui proposent des outils de mesure plus ou moins performants, mais ça permet quand même d'avoir déjà une point de départ. Ouais, et de se motiver aussi par rapport à tout ce qu'on met en place. Écoute, on a presque fait 1 heure. Je trouve qu'on a abordé plein de choses. C'est génial. Ça nous promet aussi plein de lives à venir. Et ça, c'est un plaisir. Ça a été un plaisir de discuter avec toi. Trop sympa. Ouais, de partager. C'est vraiment un bonheur pour moi de partager les connaissances qu'on peut avoir avec le grand public tout en restant dans des notions simples et compréhensibles. C'est vraiment l'idée.
parce que c'est des piliers en fait sur la santé et c'est des bases qui pour nous semblent absolument évidentes, mais qu'on a envie de transmettre. Donc, on aimerait avoir de plus en plus de médecins comme toi qui ont envie de transmettre ces infos, qui ont envie de se former, qui ont envie d'apprendre. Donc, j'espère que tu inspireras le plus possible de pros de santé. Moi, je te remercie déjà pour ce premier live et pour les suivants. Je te remercie également parce que tu m'as invité à la French Metabolic Initiative. Tu peux nous en dire un petit peu plus? Oui, bien sûr. Alors, en fait, on a créé la French Metabolic Initiative, qui est une plateforme à 360 degrés, on va dire, dans laquelle on a 3 axes. Et un des axes, c'est un congrès annuel. C'est notre summit. Et effectivement, tu as accepté, tu nous as fait l'honneur d'être une de nos invités experts pour ce congrès. La première édition aura lieu les 27 et 28 mars 2027 à Paris. Donc, on a des invités... des speakers internationaux qui seront là, comme le professeur Benjamin Bigman, Paul Reynolds, Andrew Koutnik. Ça va être absolument dingue. Alors, c'est réservé aux professionnels de santé, on le rappelle. Voilà, vous pourrez être là en présentiel ou en distanciel, mais effectivement, c'est réservé. Alors, aux pros de santé, vous pouvez être médecin, non médecin, peu importe, mais il faut que vous soyez formé en micronutrition, médecine fonctionnelle. Voilà, c'est tout ce qu'on vous demandera comme élément, peu importe si vous êtes titulaire d'un doctorat ou pas. Il faut que vous soyez un clinicien, un thérapeute qui pratique la micronutrition et la médecine fonctionnelle. Donc, j'ai trop hâte d'être à cet événement, mais d'ici là, on aura le temps de faire plein de lives ensemble. Ça va être très chouette. On va faire plein de lives, mais c'est génial parce que c'est ce type d'événement qui permet de diffuser l'info et d'optimiser aussi les connaissances des soignants et des gens qui prennent en charge sur des problématiques de santé avec cette vision 360 qu'on aime bien. Donc ça, c'est top. Moi, je vous invite aussi à suivre Anne sur ses réseaux, sur Instagram notamment. Et puis, surveiller un peu. On n'a pas encore décidé des prochaines dates. On va faire ça au fur et à mesure. On pourrait, moi je dis sur le prochain, on pourrait répondre peut-être à vos questions, peut-être faire un format un peu plus court juste pour répondre aux questions en fonction de ce que vous nous mettrez sous la vidéo là sur YouTube. Donc évidemment, pensez à liker, à enregistrer la vidéo, à la partager à des gens qu'elle pourrait intéresser. Mais mettez-nous un maximum de vidéos, de commentaires sous la vidéo, comme ça si on en a assez, on peut faire déjà les réponses sur une vidéo de format un peu plus court et puis on enchaînera. Donc je pense que la prochaine thématique, on va regrouper, on aura la masse musculaire et la sarcopénie. Peut-on maigrir sans sport? Je pense que rien que ces deux-là, ça devrait nous faire ça devrait nous faire une superbe vidéo. Merci à toutes et à tous d'avoir été là. Merci à toi, Anne, encore une fois. Et on vous dit à très bientôt. À bientôt. Merci Myriam. À bientôt.